le thème de notre débat aujourd'hui, cet après-midi, c'est le courage d'entreprendre. Donc on a la chance d'avoir un créateur d'entreprise, un repreneur au tribunal de commerce et un capital risqueur. Donc effectivement, c'est intéressant de parler de cette question du courage d'entreprendre. Donc je vais vous présenter rapidement les intervenants. Je vais commencer par le plus vieux, Simon Ouayek, vous avez 53 ans. Donc Simon, vous êtes libanais et vous avez débarqué en France en 1991 sans diplôme. De me mettre mal à l'aise. Le plus vieux, le Libanais. Et alors, mais ce qu'il y a, c'est que vous allez voir que je vais vous mettre à l'aise puisque vous avez créé en 1999 le groupe Byblos. Je pense que c'est du nom de la ville libanaise qui est l'une des plus anciennes villes habitées au monde et qui est spécialisée dans la sécurité. Et Byblos, vous êtes de loin le plus grand employeur, puisque Byblos compte désormais plus de 2000 employés, 2000 salariés. François Sapie, vous avez 50 ans, vous avez repris en 2006 le journal La Tribune de Lyon, à la barre du tribunal de commerce, pour 600 €, c'est ça ? Oui, je crois que c'était 600 €, un peu moins, 550 je crois. Et vous avez fait passer votre entreprise qui s'appelle Rosebud, donc je pense que c'est en référence au film de Citizen Kane de Orson Welles, de 6 à 35 salariés. Guillaume Meul, vous êtes un tout petit peu plus jeune puisque vous avez 49 ans. Vous êtes partenaire dans le fonds de capital risque X-Ange, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui appartient au groupe Syparex. Et X-Ange est présent dans plus de 60 startups, dont 4 nouvelles licornes. Ledger, que vous connaissez peut-être, qui est un portefeuille de crypto-monnaies. Lydia, qui est un système de paiement entre pairs, qui est beaucoup utilisé par les jeunes. Believe, qui est une plateforme de streaming et qui était un label de musique. Oui, tout à fait, oui, qui a été introduit en bourse en juillet. Et Odoa, qui fait des progiciels. Société belge. Et donc, Benoît, qui vient d'arriver, vous avez 32 ans et vous avez créé il y a 5 ans, au sortir de vos études d'ingénieur agronome, Harry & Co, donc Harry & Co, une start-up engagée, c'est comme ça que vous la qualifiez, qui a pour mission de faire manger plus sain et plus durable en mangeant végétal. Et désormais, Harry & Co a une vingtaine de salariés. C'est bien ça. Alors, on va commencer par la première question. Pourquoi, pour ceux qui ont créé votre entreprise, et je serais intéressé par aussi avoir l'avis de Guillaume, pourquoi avez-vous créé votre entreprise ? Est-ce que pour créer votre entreprise, il vous a fallu du courage ? On commence par qui ? Simon ? Pas le plus vieux. Est-ce qu'il faut du courage ? Je pense la majorité de nos actes comme ça, décisifs, comme créer son entreprise, demandent du courage, mais surtout demandent de l'inspiration, de l'envie et beaucoup de confiance. Parce qu'on ne démarre pas en faisant un essai pour s'arrêter le lendemain. On va avec beaucoup de détermination. Avec une phrase que j'aime beaucoup de Sœur Emmanuel qui dit « L'obstacle est matière à dépassement ». Il faut vraiment mettre ça dans la tête quand on lance l'entreprise. Après, un peu de courage, oui, ça fait du bien. Quand vous êtes lancé, donc vous êtes arrivé en France, vous avez fait des petits boulots, plongeur dans des restaurants, vous avez travaillé dans la sécurité, et vous aviez déjà l'idée de créer une entreprise ou pas ? Comment ça vous est venu ? Oui. Pas forcément dans la sécurité, parce que ce qui est intéressant, enfin pour moi dans ce que j'ai fait, la première chose que j'ai déléguée, c'est l'expertise métier. Alors j'avais vraiment envie de créer une entreprise et dans le service aussi, j'aime bien. On fait des belles rencontres et des success stories internes très intéressantes. Et puis l'histoire de la sécurité est arrivée après. Benoît, donc il vous a fallu du courage pour créer votre entreprise ? Alors je pense qu'il faut un peu de courage. Enfin, comme disait mon collègue, c'est un engagement dans un projet, c'est un engagement de vie, donc je pense qu'il en faut. Après, c'est vrai que pour ma part, moi j'ai eu la chance d'avoir cette réflexion et ce déclic à la fin de mes études. Donc je suis pas passé d'une situation
voilà, avec peut-être un confort comme salariat ou autre, pour justement quitter quelque chose, en tout cas faire des concessions pour aller chercher un projet. J'étais plutôt en construction, une phase dans ma vie où il faut faire des choix, mais en fait, quoi qu'on fasse, il faut en faire. Et avec la chance de se dire, je suis étudiant, j'ai une opportunité de créer une boîte, j'ai trouvé un associé, j'ai un environnement professionnel et autres qui me soutient, et personnel qui me soutient. Donc, allez, j'y vais, j'ai rien à perdre. Je sais vivre comme un étudiant encore, donc j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai pas de bouche à nourrir, j'ai pas de prêt à honorer. Donc, et concrètement, ça s'est passé comment? Donc, ça s'est passé comment? C'est-à-dire, vous m'avez expliqué que vous aviez travaillé sur les légumineuses dans le cadre de vos études, que depuis longtemps vous aviez l'idée de créer une entreprise, et finalement l'école vous a favorisé. C'est l'ISARA, l'école d'agriculture de Lyon. Donc moi c'est vrai que créer une boîte, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver quand j'étais jeune, quand j'étais ado ou autre. Bon, après, sans forcément y penser tous les jours. Il se trouve que avec mon associé Emmanuel Breillet, on était tous les deux, je pense comme pas mal de gens de ma génération, assez engagés assez jeunes sur ces thématiques de développement durable, d'alimentation durable, parce qu'on était dans une école d'agro. On avait beaucoup d'enseignements qui allaient dans ce sens-là. Et donc, pour se prêter au jeu d'un concours d'innovation alimentaire, on a créé un produit et on s'est fait un petit réseau à l'époque qui nous a beaucoup soutenus. L'école nous a aussi énormément soutenus. Il se trouve qu'on a gagné un concours français-européen, donc c'est toujours assez valorisant quand on a un projet, quand derrière on a envie d'aller un peu plus loin. Donc c'était un concours européen de création de produits C'est ça, de création de produits. Donc c'était de l'innovation alimentaire, c'était pas de création d'entreprise. C'était quand même très ingénieur et pas business. Et il se trouve qu'il y a eu quand même une émulation à ce moment-là, et on a eu un gros soutien de notre école, l'ISARA, qui à la fois soutient beaucoup ces projets d'innovation, mais aussi qui a un incubateur d'entreprise et qui nous a directement ouvert les portes en disant si vous voulez monter une boîte, on vous accueille, vous pouvez rester 1 an ou plus. Et du coup, on a tout ce qu'il faut, on a des ressources. Alors évidemment, c'est pas gratuit, mais il y a des moyens de financer tout ça. Et donc, on s'organise pour y aller, quoi. Donc, clairement, une opportunité plus que du courage, plus qu'un risque, en tout cas. Et pour moi, le courage, en tout cas, quand il a pu venir, c'est plutôt plus tard, à différentes étapes, et encore maintenant. Voilà. On va y revenir. Vous débarquez chez les banquiers et vous dites, voilà, on est deux jeunes qui sortons de nos études et on va créer une boîte. Comment ils vous regardent? Alors, les banquiers, au début, on ne va pas les voir. On ne va pas les voir parce que... Capital risqueur? Comment? Capital risqueur? Non plus. Donc nous, il y a eu quand même 2 ans et demi de développement avant de sortir le premier lot de chiffre d'affaires. Donc c'est des moments où, certes, on fait de la R&D, on est encore dans l'école, il y a beaucoup de travail technique. Donc là, c'est du temps qu'on donne. Et à côté de ça, il se trouve que c'était une période où il commençait à avoir pas mal d'appels à projets, de subventions autour des thématiques comme la protéine végétale, ce qu'on travaillait. Et en fait, une partie de notre temps, on faisait que de postuler à ce genre de choses. Et on a eu la chance d'avoir quelques subventions, notamment certaines qui étaient délivrées par la BPI. Et donc, à un moment, il fallait les recevoir. On allait voir le banquier, on a ouvert un compte. Et puis, il fallait qu'on commence à acheter des machines pour démarrer l'activité. Et il fallait emprunter de l'argent. Et comme on se faisait connaître de la BPI, ils ont eu la gentillesse de contre-garantir nos prêts. Donc on a pu démarrer comme ça pour payer notre première ligne de production et un peu notre BFR et un peu quelques dépenses nécessaires au démarrage. Racontez l'histoire de l'idée, l'idée vous est venue de faire des galettes avec des fèves, l'histoire du Resto U qui est... C'est ça, alors. Comme je l'expliquais, étudiants assez engagés, des formations qui expliquent ce qu'est l'alimentation durable, l'intérêt des légumineuses, aussi de manger plus végétal, que ce soit pour nous, mais aussi pour l'environnement. Donc nous, à travers notre projet étudiant, c'était hyper cohérent. Et puis c'est vrai que nous, on aime bien se retrouver au Resto U quand on est étudiant à midi, c'est un moment où on partage. Et puis c'est vrai qu'on voyait le décalage entre ce qui se passe dans les murs de l'école, dans nos réflexions personnelles, et puis ce qu'on mange tous les jours au Resto U, il y avait quand même un décalage assez fort. Et donc c'est vrai que ça fait aussi participer au déclic. Et c'est vrai, c'est une anecdote qu'on aime bien raconter parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de préciser toute notre activité, mais on travaille beaucoup avec la restauration collective. Et les Restos U, ça fait partie de nos gros clients aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on nous retrouve dans tous les Restos U de France, où là-bas, il y a un taux de prise très élevé
sur des générations jeunes qui ne mangent pas de la viande tous les jours. Voilà. Simon, je reviens à vous. Quand vous avez débarqué chez les banquiers, qu'est-ce que ils vous regardent et vous disent bon? Il y a une bonne vingtaine d'années, c'était pas trop le modèle de financement autre que les banquiers. Et surtout, moi, je suis dans une activité qui a démarré très simple, qui est toujours très simple, mais dans laquelle on a fait des très belles histoires, des très belles rencontres. Enfin, tout se trouve. Et j'ai démarré tout simplement en demandant un prêt personnel au banquier qui était de l'équivalent de 10 000, c'était 60 000 francs, je crois, quelque chose comme ça. Euros, oui. Voilà, l'équivalent de 10 000 euros pour mon capital. Voilà. Et j'ai démarré avec toujours l'idée, c'était à l'époque, je voulais faire de la sûreté. Et le courant, à l'époque, c'était même dans les grands acteurs de la sécurité, parlait plutôt sécurité, la partie safety. Et il disait que la sûreté, c'est l'affaire des services régaliens. Et moi, je dis, avec la sûreté, on peut développer des compétences pour se mettre quelque part à la place de mal intentionné ou de l'agresseur, parce qu'il a sa motivation, ses moyens, ses méthodes ou son expertise, et devenir un peu le tiers de confiance. J'étais persuadé d'une idée que j'ai appris avant, que la sécurité contribue à la performance des organisations. Et c'était vraiment en contre-courant quand j'allais voir mes clients, les premiers clients, pour leur dire qu'on peut contribuer à la performance parce qu'on va écarter les risques, parce qu'on va faire un bilan de sécurité, parce que chaque sinistre il va être étudié pour l'intégrer quelque part et rendre l'organisation capable de l'éviter une deuxième fois. Et ils n'étaient pas très prêts à écouter ça. Bref, on a démarré de cette manière, même si derrière, il a fallu qu'on soit rattrapé un peu par le marché. Il y avait un petit décalage entre l'offre, quelque part, et l'organisation chez les décideurs, parce que c'est lui qui décide de la sécurité et était responsable de rédiger un cahier de charges. Et sur ce cahier de charges même, nous, on n'était pas d'accord parce qu'on privait le client de nos expertises ailleurs, de ce qu'on est capable de développer. Mais petit à petit, ça a évolué. On a eu nos premiers clients qui nous ont intégrés dans un genre de CODIR ou COPIL interne, externe pour la gestion de la sécurité. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, on a une activité qui évolue avec les risques et petit à petit, les risques de l'agresseur ont évolué et puis il a fallu qu'on développe aussi des compétences, des expertises pour sécuriser le site physique, on savait à peu près le faire, mais aussi virtuel et maintenant nomade. Et à chaque fois, on fait appel, enfin, on crée une nouvelle filiale avec de nouvelles expertises. Alors, avec ces 60 000 francs à l'époque, on a fait qu'une gestion un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on a toujours investi nos résultats dans la création d'une nouvelle filiale et surtout d'aller chercher des expertises et des experts dans des domaines complémentaires au domaine qu'on savait faire. François, donc vous n'avez pas, à proprement parler, créé votre entreprise, mais vous avez repris une entreprise. Et c'était une idée ancienne, comment c'est passé ? Alors oui, moi j'ai en fait un peu un contre-emploi du thème de cette table ronde. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu besoin de courage pour créer la boîte, puisque en fait moi créer un journal, j'en rêvais depuis tout petit. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai été en fait confronté à la situation de reprendre ou pas le journal dans lequel j'étais rédacteur en chef. Et comme j'avais créé une équipe éditoriale pour animer ce journal qui s'appelait Tribune de Lyon, mais qui avait été créé par un autre éditeur à l'époque, finalement,
il m'aurait fallu du courage pour ne pas la reprendre, puisque comme on était toute une équipe où on avait envie de la reprendre, si j'avais dit bah non, finalement j'y vais pas, c'est là que ça m'aurait demandé du courage. Donc moi j'avais ce rêve-là, en fait, et voilà, les circonstances de la vie ont fait qu'à un moment, les planètes se sont alignées. Alors malheureusement à l'occasion de la faillite du journal dans lequel je travaillais, et c'est vrai que j'aurais pu à la limite continuer comme salarié ailleurs, en étant mieux payé qu'en devenant entrepreneur, surtout dans un secteur comme la presse, qui n'est pas forcément un secteur florissant, comme chacun le sait. Donc, mais c'était donc un rêve, il y avait la possibilité d'y aller, donc j'avais l'impression en quelque sorte d'être poussé par un rêve presque d'enfance, et de devoir y aller. Donc autant j'ai pas vraiment eu l'impression que le courage était une vertu cardinale pour lancer la boîte, autant par contre après là où je pense que l'entrepreneuriat demande du courage, c'est pour la faire vivre, et pour la faire vivre dans le respect des valeurs qu'on imagine et qui sont la continuité de ce rêve d'enfant en fait. Oui. C'est-à-dire que si on veut rester indépendant, pour de la presse locale c'est compliqué, parce qu'on est confronté à des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, et quand on dit certaines choses, les pouvoirs économiques nous sanctionnent, ce qui est normal, hein. Moi je veux dire, on critique une entreprise, on critique une organisation, elle coupe les budgets publicitaires. Ça vous paraît normal? Comment ? Ça vous paraît normal? C'est leur intérêt, ces boîtes elles sont animées par leur intérêt, nous notre intérêt c'est d'être indépendant. Et donc, effectivement, parfois, on dit des choses sur des grandes organisations qui sont des gros annonceurs, et ces annonceurs coupent les budgets, ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises, diverses grandes sociétés, mais aussi la mairie de Lyon, en 2014. Et là, pour le coup, quand on est confronté à des conséquences qui vont se traduire par des emplois qu'on va supprimer, là, effectivement, pour faire vivre la boîte, il faut du courage. Ou alors, nous, on est 40 dans ce petit groupe de presse indépendant. Au moment du Covid, j'ai dû licencier presque 20% des effectifs lors du premier confinement, puisque tout ce qui faisait notre activité, c'est stopper net la publicité, les annonces légales, les ventes de journaux. Il n'y avait plus de kiosques pour vendre des journaux, il n'y avait plus d'activité économique, donc plus d'annonces légales. Et évidemment, ce n'était pas le moment pour faire de la publicité. Donc là, quand on se retrouve à se dire, bon sang, finalement, ceux qui étaient des amis, des copains, des salariés, on doit les faire partir. Là, il faut du courage. Donc le courage de faire vivre l'entreprise, oui. Moi, le courage d'entreprendre, j'ai pas l'impression d'avoir pris un risque démesuré. J'avais 35 ans. Si je ne l'avais pas fait, je pense que j'aurais trouvé un boulot ailleurs. Si ça avait échoué, j'aurais pu trouver un boulot ailleurs. Bon, après, effectivement, au niveau patrimonial, il faut gager son appartement, il faut faire des, emprunts. Il faut faire des emprunts. Bon, oui, effectivement, il y a cet aspect-là, quoi. Guillaume, vous voyez, beaucoup de créateurs d'entreprises, enfin, de gens qui ont créé leur entreprise. Le courage, pour vous, c'est une vertu très importante pour un créateur d'entreprise ? Ah oui, c'est une vertu qui est vraiment essentielle. Mais pour rejoindre le point de François, c'est une vertu de temps long, en fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, en interrogeant mes entrepreneurs, parce que je leur ai dit, je vais faire une conférence sur le courage d'entreprendre, et c'est quoi votre point de vue ? Ils m'ont tous dit, quand j'ai créé ma start-up, en fait, j'ai fait preuve d'une grande naïveté, d'une grande aveuglement, mais pas d'un grand courage. Par contre, faire vivre cette start-up sur un temps long, parce que tous ces projets prennent quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et voilà, il faut tous les matins amener, et donc là, pour le coup, du courage pour rassembler des gens autour de sa vision, autour de son projet, les embaucher, aller chercher des clients, aller chercher des fournisseurs, et c'est donc moi j'ai un métier vraiment de financement de ces entrepreneurs, et de support de toute cette vague qu'on voit aujourd'hui déferler en France, et je suis complètement admiratif de ce qu'ils font tous les jours.
mais on est vraiment sur se lever tous les matins pour aller convaincre des employés de rester, pour aller convaincre des gens de venir dans le projet. Et c'est ça vraiment le courage d'entreprendre. Est-ce que vous avez eu l'impression, Benoît ou Simon, d'avoir fait preuve de naïveté ou de témérité ? Oui, clairement, au démarrage, là je rejoins vraiment le témoignage de Guillaume aussi, de François. C'est-à-dire vraiment, le courage, c'est de faire durer en fait. Parce que, évidemment, la naïveté, elle était là au démarrage. Moi, c'était évident du fait que j'avais pas d'expérience professionnelle. Donc, j'avais qu'une vision partielle, en tout cas, du travail et d'entreprendre, mais qui était très positive, donc qui m'a permis d'aller où je voulais aller. Par contre, ce qui demande du courage, c'est à des moments, mais c'est surtout, je pense, comme tu disais Guillaume, comment durer dans le temps, parce que c'est se remettre tout le temps en question. Ça, c'est pas forcément évident. C'est à la fois ce qui, moi, me nourrit, parce que je trouve ça hyper intéressant de tout le temps de se remettre en question. Ça peut être aussi épuisant. Ça peut être aussi se dire, on peut jamais s'asseoir sur ses acquis, parce que qu'est-ce qu'un acquis, en fait ? Surtout, je pense que c'est le cas pour toutes les entreprises, mais nous on est sur un marché qui est nouveau, qui bouge, un environnement qui bouge tout le temps. Donc ça, c'est vrai que ça, pour moi, ça demande une forme de courage. Mais c'est aussi un style de vie qui, en tout cas moi, en tout cas aujourd'hui avec ma petite expérience, parce que j'ai pas non plus un recul de 20 ans là-dessus, qui me nourrit, il me fait vivre. Voilà, parce que il perfuse ma créativité, il m'entretient beaucoup de choses, et voilà, je voudrais pas faire autre chose. Vous dites qu'effectivement, il y a une part importante pour vous de création. Finalement, l'acte créateur, vous le fait de créer des choses nouvelles, c'est quelque chose qui vous motive énormément. Ouais, je pense que ça, quel que soit, quoi qu'on fasse dans sa vie, entrepreneur ou non, voilà, quand on crée des choses, quand on a des projets, quand on fait, c'est quelque chose qui nous construit, qui nous nourrit. C'est vrai que quand on a la chance de monter sa boîte et de la faire durer, en tout cas de la faire développer, du coup c'est sur un plan professionnel qui occupe 80% de notre temps. Donc tout de suite l'envergure est forte. Et ça pour moi c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Simon ? Alors, naïveté, je ne sais pas, parce que moi j'étais plutôt avec une certaine détermination de dire, je me projetais toujours sur la boîte et où est-ce que je vais l'amener, mais simplicité, beaucoup de simplicité, beaucoup de reconnaissance de la chance des fois qu'on a, les belles rencontres, tout ce qui nous permet des fois d'avancer, d'apprendre toujours, mais beaucoup de volonté d'avoir une structure qui progresse en permanence, qui sans non plus avoir une ambition démesurée, parce qu'il faut toujours se poser la question si ce qu'on fait ressemble à ce qu'on a vraiment envie d'avoir ou de faire. Voilà, alors beaucoup de simplicité. Quand on a préparé cet entretien, vous parliez d'humilité. Je pense que, honnêtement, que c'est le courage le plus important, si c'est pas dire le plus Qu'est-ce que vous entendez difficile. Par là ? Important parce qu'on ne peut pas réaliser les choses seul, et à un moment donné, il faut vendre. Pour moi, je vends un projet à mes collaborateurs, je sais d'être convaincant, mais en même temps, je demande que chacun apporte sa contribution, mais surtout, je dis, là, on ne saura pas le faire parce qu'on n'a pas le savoir ou l'expertise ou la compétence de le faire. Il faut aller demander de l'aide, et c'est pas toujours évident. Et vous parliez aussi de confiance. Oui. Je pense que pour prendre une décision avec du courage, il faut objectivement avoir confiance, être en confiance, avoir confiance. Je ne peux pas prendre la décision, je ne sais pas moi, de courir 100 km/h si je n'ai pas confiance en mes capacités physiques, et je sais que ce n'est pas naturellement accessible. Les décisions devraient être toujours un équilibre entre ce que je veux faire, prendre la décision, voire même ce que je dois faire, parce que je veux faire, ça peut être l'envie. Le courage
des fois, c'est prendre une décision parce que j'ai l'intime conviction que c'est ce qu'il faut faire, au déprimant des fois un certain confort, intérêt ou intérêt personnel. Alors il faut le devoir, mais aussi il faut le pouvoir. Ce risque, si on va dans une direction qu'on n'a pas les moyens de le faire, ben on risque de mettre nos collaborateurs ou nos clients, enfin on n'est pas seul à bord, et puis ça, il faut faire très attention. Guillaume, vous me disiez que vous rejetez, vous dites non plutôt, je ne vais pas dire rejeter, mais vous dites non à 90% des dossiers que vous examinez. Plus que ça. Plus que ça, 95, 90, même plus 98. 98, bon, on va faire à 98. Les critères, c'est quoi? Je veux dire, est-ce que le critère courage, le critère humilité, le critère, je ne sais pas quoi, c'est des critères importants ou c'est des tableaux de chiffres que vous regardez? Non, c'est pas du tout les tableaux de chiffres. Enfin, surtout en plus, nous, au stade où on investit, hein, donc on investit dans des startups qui sont très jeunes. Hein, il y a souvent quelques employés, quelquefois il n'y a même pas de produit. Hein, et donc nous, notre investissement, il se fait essentiellement sur la qualité humaine des fondateurs. Et donc on va chercher des très bons entrepreneurs en plus dans un métier où c'est quoi un très bon entrepreneur? C'est le problème quand même. Alors quand on en a un sous la main, on essaie de le garder très, très, très longtemps, mais on a l'habitude. Enfin, les très bons entrepreneurs sont capables d'être à la fois des très bons visionnaires et des très bons exécutants, et donc de se balader dans des compétences qui sont pratiquement à l'opposé. Hein, parce que vous voyez bien qu'entre la vision et l'exécution, il y a tout un monde. Et les très bons entrepreneurs, ils sont capables d'être à la fois des très très bons visionnaires et des très très bons exécutants. Même chose sur leur capacité d'écoute, donc c'est des vraies éponges, hein, et en même temps ils sont capables de tenir des positions très très fortes, donc un peu ce côté très, 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 très têtu. Donc là aussi on retrouve des compétences qui sont pratiquement à l'opposé, et sur lequel un très bon entrepreneur il est capable de se balader en fait sur tout le spectre en fait de ces compétences. Et donc on va chercher à chaque fois les moutons à 5 pattes, quoi, ce qui d'ailleurs finit très souvent par des équipes de fondateurs, parce qu'on n'arrive jamais à trouver toutes ces qualités réunies en une seule personne. Et donc on va faire des paris sur 2-3 personnes qui montent un projet. J'ai compris, chez vous on disait l'idée c'est 1, le produit c'est 10 et l'exécution c'est 100. Oui, on en revient au sujet de l'aventure très, très, très longue. Hein. C'est qu'il y a effectivement une mythologie de l'entrepreneur qui... on a envie de voir ce moment décisif dans lequel il va se lancer, il va sauter le pas. Alors qu'en fait, ce moment, il n'est pas si décisif que ça. Il vaut 1 dans nos petits critères. Parce qu'ensuite, il va falloir monter un produit, et ça vaut 10. Et puis après, il va falloir exécuter tout ce développement pendant 3, 5, 10 ans, 15 ans, enfin toute une vie, quoi, quelquefois. Et c'est ça qui est le plus important et qui est aussi le plus créateur de valeur. Hein. Et pour revenir sur les notions de courage, il y a aussi un courage à évoluer en tant qu'entrepreneur, parce que quand vous commencez avec une petite entreprise où il y a deux employés, et puis dans un an après, il y en a 15, puis 50, puis 100, vous, en tant qu'être humain, vous devez quelque part vous multiplier par 2, par 10, par 100. Et donc ça demande un courage d'évolution constant, de monter en gamme, de changer, parce que vous ne faites pas la même chose selon l'évolution. Et donc pour revenir sur le point de Simon, il y avait un entrepreneur qui disait, mais en fait la personne la plus courageuse d'une start-up, c'est son premier employé, c'est pas ses fondateurs.
Parce que le premier employé, alors lui, il prend vraiment tous les risques. Il n'est même pas à l'origine de l'idée. On dit effectivement souvent que le temps des créateurs n'est pas celui des gestionnaires. C'est vraiment... Ouais. Alors, moi, François ? j'ai pas ce sentiment parce que en fait, créer et développer, c'est bien gérer. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un métier de base ou une compétence de base, et quand la boîte va grossir, il va falloir s'effacer en fait derrière d'autres qui vont acquérir cette compétence. Moi, je vois dans le métier du journaliste, c'est particulièrement vrai, puisque le journaliste est un métier socialement assez valorisé. Et puis, du coup, quand on devient patron de presse, les gens disent « Ah, c'est bien, patron de presse ». Je dis « Mais en fait, moi, mon métier, c'est d'être derrière un ordinateur et de faire des tableaux Excel aujourd'hui. » Et il y a d'autres journalistes qui vont sur le terrain, mais en même temps, le fait de se mettre au service de l'équipe quand la boîte grossit, c'est vraiment, alors c'est un peu, voilà, parfois un peu perturbant, mais c'est vraiment extrêmement enthousiasmant quand la mayonnaise de l'équipe prend et qu'on voit qu'on arrive à faire fonctionner un système, voilà, un système, voilà. Vous, Simon, qu'est-ce que vous en dites ? Le temps des créateurs n'est pas celui des gestionnaires, ou les qualités d'un créateur ne sont pas celles d'un gestionnaire ? Moi, je pense qu'il y a autant d'entrepreneurs avec autant d'inspiration ou de façon d'être. Le tout, c'est le mieux servir son projet, son entreprise. À un moment donné, l'entrepreneur, comme n'importe le premier salarié et le dernier, on travaille pour un projet, pour une personne morale, et il faut qu'on décide là où on est le plus efficace. Alors, moi, je ne suis pas gestionnaire, mais je me porte garant quelque part qu'on a les moyens de faire une bonne gestion. Et moi, j'adore de travailler sur feuille blanche. Je pense à chaque fois qu'on crée une nouvelle filiale, c'est un moment extraordinaire pour moi parce que c'est le moment où on utilise le plus notre expérience. C'est jamais dans l'amélioration d'un système ou d'une structure déjà créée. Je me sens autant efficace et on se sent un peu pertinent. Pourquoi ? Parce qu'on va démarrer une nouvelle filiale, on va refaire ce qui a marché, on va faire ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire et qu'on a toujours eu envie de le faire. On va surtout apprendre de là où on a fait des grosses bêtises, d'où il faut être humble parce ça n'a jamais été forcément facile, mais il y a toujours de plaisir. Alors pour moi, mon plaisir, parce que j'attache beaucoup d'intérêt à que ce soit toujours présent dans tous nos projets. Il faut se faire plaisir, mais pas moi seul, tout le monde. Et je pose la question à mes collaborateurs, est-ce que tu te fais plaisir ? Parce que je ne peux pas dire, moi je suis un patron comblé, j'adore ce que je fais, mais mes collaborateurs, burn-out total, ils pètent les plombs. Alors, je pense que chaque entrepreneur, il peut mieux servir. Si j'étais ingénieur et j'ai des compétences d'ingénieur, je serais entrepreneur peut-être en train de lever les manches dans un labo au bureau d'études, je ne sais pas quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de cas et il n'y a pas de règles précises. Le plaisir, c'est quelque chose qui est important pour vous, le fait que chacun se fasse plaisir dans l'entreprise ? Évidemment, moi je pense qu'une entreprise existe et surtout perdure parce que tout le monde y trouve son compte. Et c'est d'abord à travers les humains. Une entreprise, c'est des hommes, des femmes. C'est pas un produit, c'est pas des murs. Donc c'est hyper important. Moi, j'ai énormément de satisfaction personnelle à avoir réuni l'équipe avec laquelle on travaille aujourd'hui. Parce que bon, c'est pas toujours une partie de plaisir, parce qu'il y a mais voilà, mais il y a ce qu'il faut pour que ça fonctionne et on en tire quand même quelque chose de positif. Guillaume, il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous disent on se fait vraiment plaisir dans notre boîte. Vous dites bon, je mise. Ah oui. Enfin, si on sent pas, cette étincelle d'excitation, de passion, hein. Enfin, c'est d'ailleurs une qualité qu'on va rechercher chez les entrepreneurs. Hein. Il faut qu'ils soient passionnés par leur sujet, parce que c'est tellement difficile. Enfin, si vous n'avez pas cette passion qui vous anime, vous laissez tomber assez rapidement, quoi. Il faut autre chose. Oui.
Comment vous faites pour vous ressourcer? Qu'est-ce que vous faites pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles... Simon, vous me parliez j'ai évoqué tout à l'heure le fait que vous n'avez pas de diplôme. Vous êtes beaucoup dans l'univers de la formation, c'est intéressant. Vous avez beaucoup travaillé avec l'université, avec diverses universités, l'apprentissage et tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est peut-être, je suis le plus vieux. Non, je trouve vraiment, j'adore déjà intégrer des jeunes et discuter avec. Je teste tout. La première filiale qu'on a créée après l'entreprise métier, je veux dire opérationnelle, c'était un centre de formation. Je pense qu'il faut développer quelque part des compétences, des méthodes, sinon il n'y a pas de transmission. Alors j'échange beaucoup avec les écoles, j'ai eu de la chance même d'intervenir dans certains masters, de co-construire un programme avec une université autant que, comment il appelle ça, le partenaire industriel ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, travailler avec une population en réflexion de leur avenir ou d'approches métiers différents. On essaye aussi le Shadow Comex. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus riche qu'uniquement l'échange entre pairs, qui est très important. Moi, j'adore échanger avec d'autres chefs d'entreprise pour parler des problèmes, des solutions, peu importe. Mais là, c'est différent. Effectivement, c'est des moments très, très agréables pour nous. Guillaume, vous intervenez aussi dans des écoles de commerce? Oui. On intervient dans des masters d'entrepreneuriat. C'est très important pour nous de... C'est quoi? L'intérêt, c'est de faire passer des choses ou c'est d'apprendre des choses nouvelles et de percevoir des trucs, des idées qui naissent? Alors, les deux, c'est que chaque formation, acte de formation, que ce soit sur des nouveaux employés ou dans des grandes écoles, ça nous oblige à nous détacher de notre métier pendant un petit moment. Et donc, ça nous force à avoir une vision un peu externe sur ce qu'on fait. Et donc, ça nous aide à nous structurer ensuite. Et puis, il y a le simple fait que notre métier, et tout le financement de l'entrepreneuriat est assez peu connu. Et donc, on trouve qu'on a un rôle pour que le financement de l'entrepreneuriat soit bien enseigné, bien connu, et faire passer des messages sur les succès qu'il peut y avoir derrière. Benoît, vous me disiez que vous échangez beaucoup avec des grosses entreprises, avec des gens qui sont dans des grosses boîtes. Ouais, c'est des choses qui arrivent de plus en plus. On a la chance de... Est-ce que c'est des gens qui viennent vous voir pour vous racheter ou c'est comme ça? C'est des gens qui sont curieux de ce qu'on fait parce qu'on est tout petit, mais on fait parler de nous. Donc on est sur un marché dynamique, donc évidemment, il y a des entreprises plus grosses qui s'intéressent à ce qu'on fait en tant que nouvel entrant. Nous, c'est vraiment une opportunité d'échanger avec nous on a dit ça avec nos pairs en fait, qui ont plus d'expérience. Donc oui, s'ouvrir à nos pairs, c'est toujours hyper important. Nous, on est content parce qu'aujourd'hui, on arrive à être solide sur plusieurs marchés, on atteint une rentabilité, on a développé une entreprise, on franchit une étape en ce moment qui est vraiment valorisante pour nous. Mais ça reste qu'une étape et c'est le début d'autre chose en fait. Voilà. L'étape que vous franchissez, c'est quoi? C'est notamment d'atteindre une rentabilité, ouais. D'atteindre aussi un certain niveau de chiffre d'affaires, d'accéder à des marchés nouveaux. Donc c'est un ensemble de choses qui se ressentent à différents niveaux en interne chez nous. Et vous, François, vous parlez avec d'autres patrons de presse, vous parlez... Oui. Oui, d'ailleurs, et c'est des choses qui font... Alors, beaucoup, il y a une assez grande solidarité en général, même si on se tire un peu dans les pattes de temps en temps entre les éditeurs de presse. Moi, je reviens sur le plaisir et ce que disait Simon tout à l'heure. En fait, pour nous, le plaisir, ça va paraître très trivial, mais c'est de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, il y a une sorte
poncif qui dit qu'une entreprise de presse, si elle est libre, elle doit perdre de l'argent. Et en réalité, à partir du moment où elle perd de l'argent, elle devient dépendante de ses actionnaires qui doivent remettre sans cesse au pot et qui parfois se trouvent valorisés du fait de remettre au pot. Et donc moi, mon plus grand plaisir, parce que j'ai des actionnaires, je ne suis pas majoritaire dans le capital puisqu'il a fallu de l'argent pour relancer l'entreprise, c'est de ne pas perdre d'argent et du coup de pouvoir vivre vraiment l'indépendance. Ça, c'est un vrai plaisir. Et de ne jamais avoir fait un mail à quelqu'un pour dire soutenez-nous, ça c'est un grand plaisir parce que quand on achète une Renault, on ne soutient pas Renault, on achète une Renault et du coup quand les gens achètent nos produits, je ne veux pas que ce soit pour qu'ils nous soutiennent, mais c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt, annonceurs ou lecteurs, et du coup ça c'est un vrai plaisir important pour moi. C'est marrant parce que je repensais à quelque chose qui m'a frappé dans la discussion que j'ai eue avec Benoît, qui me disait on a quelque chose à dire. En fait, on a quelque chose à dire. Et effectivement, ce que vous dites, c'est finalement ce que vous avez à dire, vous, c'est on peut reprendre un groupe de presse au tribunal de commerce et le rendre rentable. Oui. C'est ça le message c'est ça. Que vous avez au monde, si j'ose dire, c'est ça. C'est ça. Et le courage, je trouve, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement d'être fidèle à cette mission qu'on se donne au début, parce qu'il y a toujours un moment quand l'entreprise grossit où finalement on peut gagner plus d'argent. Voilà, nous on a une activité par exemple qui est la publication d'annonces légales. Il y a des journaux qui gagnent beaucoup d'argent avec les annonces légales parce qu'ils n'ont pas de rédaction. Nous, on arrive à rester indépendant, on équilibre nos comptes, donc on ne perd pas d'argent. Et vous faites des articles qui ne plaisent pas nécessairement aux annonceurs et donc ils vous sucrent la pub. Donc ils nous sucrent la pub, mais on ne perd pas d'argent. Donc on reste indépendant et vis-à-vis de nos actionnaires aussi, c'est vraiment une vraie satisfaction puisque pour le coup, on ne peut pas dire qu'ils nous ont soutenus, mais finalement c'était des capital risqueurs qui sont rentrés pour pas cher dans une entreprise et qui en ont pour leur argent. Et ça, c'est une vraie fierté et une vraie satisfaction pour nous et pour toute l'équipe en fait. Benoît, le message que vous voulez faire passer, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre boîte ? Moi, je pense que, là, je vais parler peut-être plus généralement. Je pense qu'aujourd'hui, sur des populations, des nouvelles générations qui accèdent à l'âge adulte et qui ont envie qui sont dans un monde où ils pensent qu'il y ait pas mal de choses qui bougent pour qu'il soit plus durable, de manière générale. L'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen de changer les choses, c'est-à-dire d'avoir un impact sur notre monde. Donc nous, on le vit aussi comme ça. Et par exemple, nous, on a commencé notre activité en restauration collective, là où on a de l'impact, parce qu'on amène du végétal, on amène de l'éducation au goût auprès de cantines scolaires, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on apprécie beaucoup, qui nous valorisent beaucoup, un marché qui fonctionne bien. Mais on s'est dit, voilà, on a aussi des choses à dire, à apporter au grand public. Donc on est sur du B2B, il faut qu'on fasse du B2C. C'est pas forcément une nécessité dans l'absolu, parce qu'on a un business qui fonctionne bien sur un marché. Alors stratégiquement, ça nous permet de répartir nos risques. Et c'est vrai qu'on a fait ça un peu avant le Covid et on a eu un peu de chance de faire ça. Mais c'est aussi le courage de se dire on va se mettre de nouveaux défis pour pouvoir essayer de changer un peu les choses, de pouvoir communiquer, transmettre des messages. Et pourtant, tout le monde sait qu'aujourd'hui, travailler avec la grande distribution, c'est assez compliqué. Ça demande une structuration spécifique en interne. C'est vraiment un métier à part entière. Et on s'est lancé le défi. Aujourd'hui, on ne regrette pas. Ouais. Oui, finalement, on est parti de la création d'entreprise et finalement, la création d'entreprise, c'est pour dire quelque chose. Je trouve que c'est quand même un beau message. Merci, messieurs. Merci. Merci. Merci à vous.